Chers étudiants, chères étudiantes du cours de droit international et constitutionnel des droits fondamentaux, je vous souhaite la bienvenue sur mon site électronique. Et nous allons faire cours à l'heure que vous aurez décidé de recevoir ce cours. Et ça me fait plaisir donc de pouvoir me retrouver avec chacun et chacune d'entre vous par l'intermédiaire des nouvelles technologies. Et comme je vous l'ai dit au dernier cours, à la fin du dernier cours, je vais faire un premier cours et consacrer ce premier cours virtuel au cours portant sur l'examen périodique universel et les autres mécanismes de l'ONU. Et je ferai un autre cours ultérieurement et préférablement avant notre retour en classe jeudi prochain sur les institutions spécialisées de l'ONU et les droits fondamentaux. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mise en œuvre des droits fondamentaux tels qu'ils ont été reconnus, garantis, enchâssés dans la Charte de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi ces conventions internationales dont nous avons parlé, les pactes internationaux, les conventions sur les discriminations et certaines autres conventions de protection catégorielle, enfants, personnes handicapées ou d'autres conventions qui s'intéressent à des thèmes particuliers. Alors donc aujourd'hui, il sera question de la façon dont les États qui ont des obligations, ont pris des engagements en matière de droits fondamentaux, doivent rendre compte de leur respect de ces engagements et de ces obligations. Et nous allons donc examiner dans un premier temps ce mécanisme créé récemment, en 2006, et qui a été créé en même temps qu'a été créé le nouveau Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce mécanisme d'examen périodique universel des droits de l'homme. Mais je souhaite que nous examinions aussi le procédé des plaintes ou de requêtes, les procédures spéciales qui ont été mises en place dans les dernières décennies au sein des Nations Unies. Et je voudrais parler des autres mécanismes de l'ONU dans une deuxième partie, et qui sont essentiellement des mécanismes conventionnels qui ont été incorporés aux traités, les pactes, les conventions sur les discriminations, et qui prévoient les mécanismes de rapport, d'enquête, de visite, mais aussi des mécanismes permettant de faire des communications dans d'autres organisations de nature régionale comme les organisations européennes, interaméricaines, africaines. On parle plutôt de requêtes ou de plaintes, mais dans la terminologie du droit universel des droits de l'homme, on parle de communications individuelles ou interétatiques qui sont en fait des possibilités données aux individus, aux particuliers, de présenter des communications voulant amener les États à rendre compte de leur respect ou non de leurs obligations en matière de droits fondamentaux. Et donc, je voudrais vous parler de ces questions-là qui sont très importantes parce que, comme on l'a vu dans les premiers cours, les instruments internationaux que sont la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits, ne possédait pas, dans le texte même de ces traités, de cette résolution, la Déclaration universelle, ne possédait pas de mécanisme. Il n'était pas prévu de mécanisme de nature juridictionnelle ou autre pour vérifier si les États respectaient bien leur engagement de respecter de façon effective et universelle les droits fondamentaux de la personne humaine. Vous vous rappelez, la Déclaration universelle s'arrête après l'article 30 et après l'énoncé des droits fondamentaux. Il n'y a rien après l'article 30 qui indique comment les États vont devoir respecter leurs engagements et comment on va pouvoir vérifier si ces engagements sont respectés. C'est venu plus tard et, si vous le voulez, on va parler de ce mécanisme aujourd'hui qui prend une importance très très grande dans le domaine des droits fondamentaux, qui est celui
de l'examen périodique universel. Alors, vous avez, je l'espère, pu prendre connaissance, lire la résolution 60-251, celle qui instituait le Conseil des droits de l'homme. Ce Conseil des droits de l'homme est aujourd'hui une institution majeure du droit international des droits fondamentaux. Elle s'est substituée à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui avait été créée dès le lendemain de la création de l'Organisation des Nations Unies. Vous vous rappelez, l'ECOSOC, le Conseil économique et social, en vertu de l'article 68 de la Charte des Nations, pouvait créer un organe subsidiaire pour s'assurer du progrès des droits de l'homme. Et c'est cette Commission des droits de l'homme qui avait été créée. C'est celle qui avait travaillé sur le texte de la Déclaration universelle. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de M. Humphrey, Mme Roosevelt, M. Cassin, M. Malik et d'autres qui avaient été à l'origine même de l'élaboration du contenu de la Déclaration universelle et plus tard des pactes internationaux. Mais la Commission aussi s'était vue confier le mandat de s'intéresser à la mise en œuvre des droits, mais avait constaté qu'il y avait peu de choses qui pouvaient être faites. Il n'y avait pas de véritable compétence. Et la Commission des droits de l'homme elle-même, dans ses travaux, elle avait statué qu'elle était incompétente à mettre en œuvre les droits fondamentaux, même si d'ailleurs des milliers de plaintes lui étaient adressées sur la base de la Charte et de la Déclaration universelle. Cette doctrine d'incompétence de la Commission l'a d'ailleurs empêché pendant des années à surveiller l'application des instruments que la Commission avait pourtant elle-même élaborés. Mais progressivement, des mécanismes ont été créés par la Commission. Il y a eu d'abord une résolution permettant à la Commission de demander à des États de faire des rapports périodiques. D'ailleurs, quand on parle du mécanisme d'examen périodique universel des droits de l'homme, il y a une espèce de précédent qui a été plutôt timide et inefficace dans les années 50. Mais il y a eu au début cette volonté de demander aux États de rendre compte de leur respect de la Charte et de la Déclaration universelle par le biais de rapports périodiques qui devaient être faits à l'ECOSOC, qui avait créé un groupe de travail pour les examiner. Mais c'était sans lendemain. Il y a eu aussi une résolution, la résolution 1235, qui permettait d'examiner des plaintes, et on a mis fin à la doctrine d'incompétence. Et c'est surtout l'adoption de la fameuse résolution 1503 qui a enfin donné à la Commission des droits de l'homme la possibilité d'examiner des communications, puis de même s'intéresser à des situations où on violait de façon systématique et flagrante des droits de l'homme et d'entretenir un dialogue très confidentiel avec un État pour tenter d'amener l'État à corriger le tir lorsqu'il s'agissait de violations systématiques et flagrantes qui avaient été constatées par le groupe de travail. Mais tout ça était confidentiel. Et la Commission des droits de l'homme, avec le temps, s'est un peu discréditée parce que dans les procédures d'examen de ces situations, on a tenté de bloquer l'examen de situation. D'ailleurs, on se faisait élire à la Commission des droits de l'homme pour justement pouvoir empêcher des situations concernant son propre pays d'être examinées. Et la commission, un jour, est devenue un lieu où on avait l'impression que ceux qui la composaient étaient les États qui violaient davantage les droits que les autres. Alors, cette commission a beaucoup perdu en crédibilité et elle était politisée, hyper politisée, disait-on, de telle sorte qu'à un certain moment, Kofi Annan, sur la recommandation d'un groupe de personnalités indépendantes, a décidé de créer un nouvel organe qui sera un organe subsidiaire de l'Assemblée générale, non plus seulement de l'ECOSOC. On avait envisagé un temps de remplacer le Conseil de tutelle, qui est un organe principal des Nations unies, par le Conseil des droits de l'homme, mais c'était un peu trop pour certains États et le résultat de la réflexion aura été de créer
un organe subsidiaire de l'Assemblée générale qui est le nouveau Conseil des droits de l'homme. Et c'est celui-là qui a été créé par la résolution 60/251 qui a été adoptée en 2006, le 15 mars 2006, et qui crée vraiment un conseil dont on peut penser qu'il va améliorer la situation et être un organe beaucoup plus efficace, moins politisé, où les États qui doivent être élus par l'Assemblée générale doivent se soumettre à l'examen périodique universel avant les autres même, et ils doivent leur élection, ou devraient devoir leur élection sur la base de leur propre dossier en matière de droits fondamentaux. Alors, cette résolution-là est celle qui institue le Conseil des droits de l'homme, un conseil qui est composé de 47 États membres. C'est quand même des États qui le composent et qui désignent les représentants de ces États. Tous les États peuvent participer aux travaux à titre d'observateurs, en tout cas ceux qui ne sont pas membres de cette commission. Et ce que cette résolution fait de plus important, c'est ce qu'elle fait en matière de mise en œuvre des droits fondamentaux.